bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Aujourd'hui encore un très joli programme en perspective. Je vous laisse découvrir le sommaire en images. Nous partirons à la rencontre d'un jeune équipage de Monaco qui participe au trophée 208 Rally Cup. Nous ferons l'essai du dernier Range Rover Sport. Vous allez voir que ce 4x4 au plus de 500 chevaux est totalement hors catégorie. Nous reviendrons sur le parcours d'un pilote de rallye monégasque, j'ai nommé Chin. Avant de rejoindre notre pilote du jour, découvrez en avant-première le nouveau tracé de la 83e édition du Rallye Monte-Carlo. C'est un parcours atypique que les concurrents du 83e Rallye Monte-Carlo retrouveront en janvier 2015. Modifié à 75% par rapport à l'an dernier, l'épreuve s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus difficiles de son histoire. Après les traditionnels 3 jours de reconnaissance, les choses sérieuses commenceront dès le jeudi 22 janvier au matin par la séance de mise au point sur la commune de Châteauvieux située à 6 km de Gap. Les concurrents prendront le départ officiel de la place du Casino le vendredi 23 janvier. Un podium qui ne sera plus cérémonial comme les autres années puisque les équipages affronteront d'entrée de jeu 2 secteurs chronométrés de nuit dans les départements des Alpes de Haute-Provence. 2 épreuves spéciales qui conduiront les engagés à Gap. La deuxième étape se disputera quant à elle entre les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère, une boucle inédite constituée de 3 chronos. Le troisième jour se composera d'épreuves spéciales plus classiques telles que Prunières-en-Brun, Lardier-Faille et l'incontournable 6 torontoirs. L'ultime étape, le samedi 25 janvier, amènera les équipages de bon matin dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes avec la Bolène-Sospel, soit la version la plus longue du col de Turini. La Power Stage reste encore à déterminer en fonction de la nouvelle réglementation FIA 2015. Et dernier détail qui sera pour le moins apprécié, tous les concurrents engagés à la 83e édition du Rallye Monte-Carlo pourront avoir recours à la réglementation Rallye 2 en cas d'abandon. La première manche du championnat du monde des rallyes FIA nous promet encore du beau spectacle. Comme je le disais dans le sommaire, j'ai à mes côtés Chin est l'un des pilotes de rallye amateurs des plus connus en principauté. Chin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir rejoint Asphalte. Alors nous allons revenir sur votre carrière évidemment, mais avant j'aimerais savoir d'où vient ce surnom Chin. Ah ben, c'est simple, tous mes copains ils faisaient 1m80, moi je faisais 1m60 et ils me demandaient toujours où il est le petit, où il est le petit. Le petit on l'a baptisé, c'était Chinette en piémontais et puis c'est venu Chiné et puis voilà, ça restait comme ça. Il y a des gens en principauté qui ne connaissent même pas votre vrai nom. Exactement, exactement, parce que tout le monde m'appelle comme ça. Bon, c'est depuis des années. Hein. Alors, vous commencez les rallyes en 1969 en tant que copilote au fameux Rallye Monte-Carlo Junior à l'époque. Oui. Comment vous êtes-vous retrouvé dans le milieu? Ben, bon, quand j'habitais chez moi, je suis d'origine italienne. Je suis né dans un pays où c'était le cyclisme qui primait. Donc, quand j'étais jeune, j'ai fait des courses à vélo. Mais quand je suis venu à Monaco, bon, il n'y avait pas trop de champions cyclistes à Monaco à l'époque. Et l'option, c'était l'automobile. Et je commençais comme ça à m'intéresser à l'automobile. Et c'est parti comme ça. Alors le copilotage a duré finalement qu'1 an, puisque vous passez vite au volant l'année d'après. Plus à l'aise plutôt au volant, hein? Oui, parce que bon, il fallait bien commencer quelque part, savoir comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'étais coéquipier. Et ensuite j'ai pris le volant. Et puis mais j'ai appris tout seul. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'école de pilotage comme maintenant. On n'expliquait pas. Donc j'ai appris tout seul. Est-ce que à cette époque-là, vous rêviez d'une carrière professionnelle ou finalement vous partez par passion uniquement? Ah, pas du tout, pas du tout. Moi, j'avais un métier que c'était menuisier ébéniste et je faisais ça pour hobby et j'ai toujours fait pour m'amuser. Vous courez beaucoup sur Opel à cette époque-là. Est-ce que c'est une marque, une voiture en particulier de prédilection que vous affectionnez particulièrement? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai commencé avec d'abord une Lancia, ensuite j'ai roulé avec des Renault et après je me suis Renault Alpine, Rue de Gordini Alpine. Et après, je me suis lié d'amitié avec un préparateur italien qui s'appelait M. Virgilio Conero, qui lui faisait des Opel. Et comme j'étais ami, il m'a préparé les Opel. Et à l'époque, l'Opel, c'était vraiment la voiture de l'amateur.
Donc en fait, vous enchaînez les épreuves au fur et à mesure et finalement, vous côtoyez les plus grands pilotes. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier, une anecdote qui vous marque votre esprit encore aujourd'hui? Ben, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Mais si vous voulez, en connaissant Conrero, j'ai connu pas mal de pilotes italiens. Ensuite, quand on habite à Monaco, qu'on est monégasque, on fait le rallye de Monte Carlo. J'en ai fait quand même 28. Donc j'ai eu la chance de connaître beaucoup de pilotes. Et comme je me débrouillais pas trop mal, les gens en amateur, et les gens ils s'intéressaient quand même à moi parce que j'étais le seul amateur qui roulait dans le rallye du championnat du monde à l'époque. Donc vous côtoyez de grands pilotes, comme on vient de le dire. Est-ce que vous avez tissé des liens d'amitié encore aujourd'hui? Vous voyez d'anciens pilotes? Mais les anciens pilotes, vous savez, ça va et ça vient. Quand je le rencontre maintenant, parce qu'actuellement je travaille au championnat du monde pour Michelin, je distribue les pneumatiques compétition. Je rencontre des fois des anciens pilotes comme Marco Allen, comme Mickey Biasion, que j'ai connu à l'époque où je courais, et ça me fait plaisir de les revoir. Mais eux, ils sont de leur côté, ils font leur vie, et moi, je fais ma vie de mon côté. Donc le rallye Monte Carlo, évidemment, épreuve fétiche, vous roulez sur vos terres. Vous êtes vraiment un pilote qui aime la glisse quand même, parce que les 1000 pistes, beaucoup de rallyes sur terre aussi. Hein? Oui, parce que j'ai participé à 92 rallyes de championnat du monde. J'ai roulé dans 19 pays différents, donc l'Australie, Côte d'Ivoire, tous ces rallyes que j'ai roulés. Donc j'ai tourné beaucoup et les rallyes du championnat du monde, ils sont principalement sur terre, c'est pour ça. Alors en 2000, vous créez votre propre musée, vous exposez vos voitures. D'où est née cette idée? Ben, en 1996, un jour j'ai eu la brillante idée d'acheter un circuit automobile. Bon, je ne sais pas si c'est une brillante idée, mais bon, je l'ai acheté. Et après, j'avais toutes mes voitures à Monaco parce que je n'ai jamais rien vendu. J'ai gardé toutes mes voitures. Les voitures quand j'étais jeune homme, les voitures quand je courais. Pourquoi? Parce que quand j'achetais, elles étaient chères. Et quand je vendais, on ne me donnait plus rien. Alors je dis plutôt que les vendre, je les garde. Donc 1, 2, 3, 5, 10. Et j'ai gardé toutes mes voitures. Et comme quand ces voitures étaient à Monaco, un peu partout, et en 96 j'ai acheté le circuit, j'ai décidé de faire un endroit pour toutes les exposer. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres? Vous êtes à l'affût des voitures qui pourraient être sur le marché, et quel est votre secret finalement pour en avoir d'autres? Les connaissances. Les connaissances, et de temps en temps je n'achète quelques-unes. La dernière que j'ai achetée, c'est une R5 Turbo, comme Ragnotti a fait Monte Carlo en 1981. Voilà. Vous en vendez des fois ou non? Non, non, j'ai jamais rien vendu. C'est sentimental. Non, parce que quand vous les vendez, vous avez l'argent, mais vous n'avez plus la voiture. Ah oui, ça c'est sûr. Alors je préfère avoir les voitures et pas l'argent. Alors en 2002, vous devenez, vous le disiez à l'instant, distributeur officiel Michelin compétition. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette affaire? Mais un peu par hasard, parce que bon, j'achète le circuit en 1996. Bon, c'est à Issoire, à 40 km de Clermont-Ferrand. Toute ma carrière, j'ai roulé à Michelin. Et Michelin, je connaissais les personnes de la compétition, Pierre Dupasquier, tout le monde, je connaissais tout le monde. Et à un certain moment, en 2002, Michelin décide de distribuer les pneumatiques par un distributeur unique pour la France, pour le rallye. Et ben, j'étais là, et il faut être toujours dans les bonnes occasions, donc voilà. Et depuis 1992, je distribue les pneus sur le rallye en championnat de France. Et depuis 2007, j'ai distribué sur l'IRC, qui maintenant est venu ERC. Et depuis 4 ans, je fais le championnat du monde aussi. C'est finalement un bon moyen de rester dans le milieu, puisqu'aujourd'hui, vous avez raccroché le casque définitivement. Est-ce que c'est une décision difficile quand même? On dit qu'un pilote n'arrête jamais. Est-ce que c'est vrai? Non, mais bon, certainement, il faut arrêter. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter, parce que les années passent, et après, il faut faire autre chose. Écoutez, cet entretien touche à sa fin, mais avant, j'aimerais savoir quel regard portez-vous sur les rallyes aujourd'hui? Est-ce qu'un jeune qui se lance aujourd'hui
c'est plus difficile qu'à votre époque? Mais actuellement, il y a des coupes de marques. Donc un jeune, ça coûte de l'argent, bien sûr, parce que si vous faites de la compétition automobile, ça coûte quand même de l'argent. Plus aujourd'hui, vous pensez? Mais par rapport à l'époque, ça coûtait cher, maintenant ça coûte aussi cher. Mais avant, il n'y avait pas les coupes de marque. Maintenant, avec une coupe de marque, vous faites une coupe Citroën, une coupe Renault, une coupe Peugeot. Et quand même, il y a beaucoup d'argent en prime. Si vous marchez bien, vous avez le moyen de minimiser les frais. Je ne dis pas d'amortir tout. Et ensuite, Sébastien Ogier vient de ça, vient du volant Citroën, Peugeot. Peugeot, voilà. Bon, c'est un joli message. C'est quand même d'espoir. Sébastien Ogier. Hein. Oui. Et il est passé par là, il a vu le volant, il s'est bien débrouillé, et ainsi de suite. Voilà. Bon, c'est un joli message d'espoir pour les jeunes qui nous regardent. En tout cas, comme le veut la tradition de cette émission, je vous propose maintenant d'aller tout de suite essayer notre voiture du jour. Et on se retrouve juste après. Alors Tine, je vois que vous êtes déjà en place, prêt à partir. Exact. Mais il vous manque l'essentiel. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Il s'agit du Land Rover le plus dynamique, le plus agile et le plus réactif de tous les temps. Le nouveau modèle Sport propulse la marque à un autre niveau. Ses lignes fluides, sa silhouette unique et son allure puissante concrétisent l'énergie et la modernité à la fois. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, ce 4x4 semble sans compromis. Ses proportions harmonieuses lui confèrent un charisme puissant et contemporain. La carrosserie fuselée, les voies élargies et le porte-à-faux arrière réduit offrent une allure puissante ancrée au sol. Ses courbes douces, les blocs optiques plus étroits et ses angles monumentaux soulignent la précision de son design. L'avant profilé avec sa calandre inclinée vers l'arrière donne une image exclusive. Son style sophistiqué affirme réellement son caractère performant. L'intérieur est moderne et parfaitement assorti à son esprit sportif. La décoration est totalement remarquable avec des lignes élégantes et des surfaces nettes qui s'allient à des finitions douces. Les commandes sont idéalement placées telles que le Command Shift qui crée un habitacle centré sur le conducteur. Les matériaux les plus nobles et l'obsession du détail ont façonné cet espace tout à la fois confortable et fonctionnel. La position de conduite sportive surélevée offre une vue imprenable sur la route. La console centrale plus haute et le centre de gravité rabaissé donnent la sensation d'être en prise directe avec l'asphalte. Les sièges avant offrent jusqu'à 18 positions. Le large choix de finition et d'options intérieures permettent de plus d'exprimer pleinement la personnalité du client. Allez Tine, un V8 qui adopte une gestion moteur finalement de 510 chevaux, très exactement, plutôt impressionnant quand même. Hein? C'est très impressionnant, surtout quand le compresseur volumétrique se met en route. Quel est votre ressenti? Mais cette voiture, si vous voulez, elle tourne à plat.
Et on l'a bien dans l'œil, le gabarit, il est bien proportionné, on l'a bien dans l'œil. Et en plus, on est bien en hauteur, donc on domine la situation. Il a beaucoup de couples, 62 km couple. Et la boîte à vitesse, c'est une boîte à vitesse automatique avec les palettes au volant. Donc c'est super pratique. Et... Ça vous plaît, les palettes au volant? Pour moi, c'est pas très pratique. Ah, mais pourquoi? Bon, Pourquoi? Expliquez-moi. Parce que quand le volant tourne, les palettes tournent. Ah, et oui, c'est un voilà, problème. C'est pas très pratique, mais sur l'autoroute, tout ça, etc. et tout, c'est extra parce qu'on a toujours le volant droit. Le monstrueux V8 Supercharge d'origine Jaguar opte pour une gestion moteur Bosch. La puissance atteint 510 chevaux, mieux encore, les performances progressent également avec un 0 à 100 km/h effacé en 5 secondes 3. Véritable machine de guerre, ce moteur rugit avec plus de hargne que la concurrence actuelle. Aussi souple qu'un THP à bas régime, le V8 crache volontiers son couple musclé. Féroce, agressif, rageur et infatigable sont tant d'adjectifs pour décrire cette mécanique. Et comme de telles cavaleries imposent d'être correctement relayées, Land Rover a confié cette mission à une spécialiste en la matière, en l'occurrence une transmission automatique ZF à 8 rapports. Que ce soit en conduite normale ou en mode sport, la boîte réagit toujours fort grâce à sa très grande gestion. Allez, on reste dans le domaine des rallyes. Portrait à présent d'un jeune équipage de Monaco qui participe au trophée 208 Rally Cup. Vous allez voir qu'il se donne à fond pour réussir dans le milieu. Regardez. Des étoiles plein les yeux mais les pieds bien sur terre, c'est en 2011 que Bruno Ribéry se lance dans le monde impitoyable des rallyes. Au début, il s'engage sans vraiment y croire, mais son coup de volant et ses résultats lui ont vite permis de constater qu'il avait peut-être sa place. Aux côtés de Freddy Delorme, l'un des anciens copilotes de son père, Bruno prend le départ du 15e rallye national de l'Escarène à bord d'une 206 F2000. Quelques mois plus tard, il fait connaissance de Florian, son copilote actuel, une belle rencontre qui se produit d'une des manières les plus banales aujourd'hui. Grâce à Facebook en fait. Il m'a parlé un jour, il m'a dit qu'il avait vu des vidéos de mon père de l'époque. Et que voilà, ça a commencé comme ça en fait. Les papas se connaissent ou pas? Ouais, ils se connaissaient, ouais. La grande époque de l'écurie Monaco à Monaco, et ils étaient ensemble pour les assistances. Et petit à petit, voilà, on en est venu à parler, on était au lycée ensemble, et voilà. Un jour, j'ai dit, mais tu veux pas faire un rallye? Ah bon, un rallye? Les rallyes, ils ont ça dans la peau à tel point qu'ils se consacrent à 100% à leur passion. Florian a toujours été convaincu que les rallyes faisaient partie de son quotidien. Au plus près de son père, pilote et restaurateur de voitures anciennes, il croit réellement en sa bonne étoile. Son sens de l'organisation et du détail lui permettront alors de se forger une expérience de navigateur hors pair. A l'inverse, Bruno n'a jamais pratiqué de kart, comme la plupart des pilotes automobiles. Il a également toujours suivi de très près son papa dans ses aventures, mais rien ne le destinait vraiment à piloter. Moi, j'ai commencé à aimer ça quand mon frère a eu son permis en fait à 13 ans. Je m'amusais chez moi, on tirait des freins à main déjà. Et quand j'ai eu mon permis, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Voilà. Bruno et Florian commencent les rallyes l'année dernière sur une Twingo R2. Mais très vite, c'est vers la Coupe Peugeot 208 Rally Cup que les deux complices se dirigent. Il est vrai que les formules de promotion donnent la chance aux jeunes. La recette est simple, une voiture de course identique pour tous et un programme calqué souvent sur le championnat de France. Le gagnant obtient ainsi dans la plupart des cas un volant officiel pour l'année suivante. Une véritable aubaine pour les deux amis. C'est vraiment une très bonne école, quoi. Il y a un gros niveau et c'est bien pour se jauger par rapport à nos adversaires. C'est difficile quand même? Ah, c'est vraiment difficile. La mixité, en fait, c'est 4 épreuves terre, 4 épreuves asphalte. Donc c'est difficile et c'est loin. On est seul livré à nous-mêmes. Bon, on a commencé, on avait 19 ans la première année en coupe. Donc quand ça se passe bien, tout va bien. Et quand ça se passe mal, grosse remise en question. Ouais. Il est vrai que le facteur chance est primordial dans cette discipline. La régularité, l'expérience, mais aussi la mécanique peuvent faire défaut. Pour preuve, en début d'année, l'équipage s'est fait une belle frayeur au rallye du Touquet. Un problème de goujon très vite oublié malgré la violence du choc. On a fait 6 tonneaux et ça nous a pas trop refroidi en fait. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On va arrêter tout ou... Non, moi j'ai même pas pensé à ça. Un peu peur sur le moment, quoi, mais ça passe tellement vite, on n'a même pas le temps de savoir ce qui nous est arrivé.
Mais non, ça ne me refroidit pas du tout. Les deux amis se battent au quotidien pour réunir les budgets nécessaires, dossiers de sponsoring, mails, démarches, rien n'est laissé au hasard par la fine équipe. Florian, aux commandes de la gestion com, est véritablement dans son élément, même si des fois, il avoue que la bataille n'est pas si simple. C'est quasiment impossible, quoi. C'est vraiment difficile. Et c'est ça qui fait une grosse partie du truc, quoi. Le budget, c'est... Quand tu as le budget, tu peux aller pratiquement partout, quoi. Je sais que vous, Florian, c'est votre spécialité, trouver des budgets. Ouais, j'avais fait le Monte Carlo avec mon frère il y a 3 ans. Et bon, c'est une épreuve porteur, donc on avait réussi à en trouver beaucoup. Mais après, pour tout ce qui est en France, c'est plutôt difficile. Un seul et unique objectif, arriver le plus haut possible. Bien conscient que seuls 10 pilotes dans le monde vivent du rallye, ils ne veulent rien lâcher. Vivre du rallye, c'est difficile. Mais après, arriver au niveau mondial, pourquoi pas. C'est un rêve et peut-être ce sera possible. L'objectif déjà, c'est dans 2 ans être en championnat d'Europe. Il y a plein d'opportunités pour les jeunes avec le RC Junior. Donc déjà arriver là et après, pourquoi pas. Après, il y a des budgets, il y a tout qui rentre en compte, mais c'est sûr que c'est un objectif. Ouais. On va repartir sur la coupe et voilà, essayer de faire quelque chose. Ouais, la deuxième partie de saison et l'année prochaine la coupe pour essayer de gagner le titre junior et être en ERC l'année d'après, ouais, à 23 ans. C'est dit, Bruno et Florian ne comptent pas s'arrêter là. Ils remplissent cette année encore une saison complète de la Coupe Peugeot 208 Rally Cup. Inutile de préciser qu'il est fort à parier que nous entendrons très vite reparler de cette bande d'amis unis pour le meilleur et pour le pire. Alors évidemment, c'est un 4x4, mais il a quand même un comportement vraiment surprenant, n'est-ce pas? Absolument. On l'a bien dans l'œil. C'est une voiture qu'on a bien dans l'œil. Elle vire complètement en plat. Ça, c'était une grosse qualité parce que les ranges ouverts avant, ça penchait quand même un tout petit peu. Ah, à ce sujet, vous avez une anecdote. Je veux la connaître. Ah, ben l'anecdote. Un mauvais souvenir du Range Rover. Oui. J'ai un très mauvais souvenir de Range Rover. Il y a une vingtaine d'années, un copain m'avait prêté une. Et j'étais allé à Turin avec par l'école. Et c'est la seule voiture que j'étais malade au volant. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'était vraiment, elle vire à plat. C'est comme une voiture, comme une belle voiture de sport. Le comportement, il est super. Les freins. Ah oui, parlons des freins. On n'en a pas parlé. Les freins, c'est formidable. Dès que vous touchez les freins, c'est un freinage progressif. Et malgré le poids de cette voiture, ça s'arrête immédiatement. De par sa carrosserie tout aluminium, le nouveau Range Rover Sport est doté de nouvelles suspensions légères à l'avant et à l'arrière, ce qui lui permet d'obtenir une tenue de route plus réactive et plus précise, même dans les virages les plus serrés. Le 4x4 reconnaît automatiquement les conditions de conduite et optimise les réglages pour offrir des performances sans pareil sur route et en tout terrain. Résolu et serein, il a été conçu pour intégrer les dernières innovations, notamment en termes de châssis. Son comportement est irréprochable malgré son poids de plus de 2 tonnes et son gabarit d'utilitaire. Le 4x4 freine sans aucun problème. Les ingénieurs n'ont pas lésiné sur le diamètre des disques et le nombre de pistons. Le nouveau Range Rover dispose de plus d'une batterie d'aide active à la conduite, prête à se déclencher dès le moindre écart suspect. Alors, avant de terminer cet essai, Chin, on va faire un bilan. Finalement, quels sont les points positifs et négatifs de cette voiture? Mais elle a beaucoup de choses en positif. Ah, dites-moi alors. Elle a un bon moteur. Elle a d'abord une belle carrosserie, un bon moteur, une direction précise. Et négatif. Les palettes, on veut dire les palettes. Négatif, bon, pour la ville, elle est un peu encombrante, c'est sûr, parce que pour s'égarer, surtout dans notre région, c'est un peu compliqué. Mais autrement, des défauts, j'en trouve pas trop. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chin, pour cet essai. C'était un réel plaisir de vous avoir dans Asphalt. J'espère qu'on se revoit très vite. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi. J'ai conduit une belle voiture et... C'était cadeau, c'était pour vous. Voilà. Merci, à bientôt.
Un 4x4 agile et capable de gérer n'importe quelle situation, le nouveau Range Rover Sport est aussi à l'aise en ville qu'en pleine campagne. Il a été très bien pensé et agencé, contemporain, ce véhicule est né d'une volonté de créer un design moderne et authentique à la fois. Mais Land Rover ne se contente plus de faire la démonstration de son savoir-faire en tout terrain. Aujourd'hui, il veut défier les références allemandes, notamment en termes de comportement et de performance hors normes. Allez, Asphalt, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour encore un numéro rempli de surprises. Je vous dis à très vite.